je me suis dirigé instinctivement là-bas comme si une onde rayonnante venait de surgir, et j'ai intuitivement été attiré directement vers cette onde resplendissante. En la traversant, c'était comme si toute ma vie, chaque fibre de mon existence, même l'essence même de tout ce que j'étais, chaque particule de ce que je suis, était scrutée, pesée, jugée, numérisée, simplement traitée. Bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons les récits de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente et d'autres expériences spirituelles. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Rafael Antonio Castaldo. Il affirme être mort, et ce qu'il a vu sur l'avenir de l'humanité a choqué tout le monde. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu fascinant. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour être informé à chaque nouvelle vidéo publiée. Maintenant, écoutons le témoignage de Rafael. Mon nom complet est Rafael Antonio Castaldo. Je viens d'une lignée italienne, un riche héritage d'histoire et de tradition. Ma famille a émigré dans ce pays entre les années 1920 et 1930, des deux côtés de mon ascendance. Depuis mon enfance, j'ai grandi dans un environnement profondément spirituel et religieux, imprégné de la culture méditerranéenne de l'Italie. Déjà enfant, j'expérimentais une connexion spirituelle intense, même avant de vivre une expérience de mort imminente. On pourrait dire que ma naissance a été en soi une expérience de mort imminente. Ce fut un événement extrêmement dramatique qui a duré 17 heures pour se terminer et me mettre au monde. Seulement un bébé sur 100 000 naît de la manière dont je suis né, avec le sac amniotique intact et le cordon ombilical enroulé autour du cou. En fait, j'ai vécu une expérience de mort imminente au moment de ma naissance, le 12 juillet 1978 à 22h22. C'est alors que Chiron est entré dans ma carte astrale. Chiron, connu comme le guérisseur blessé, est quelque chose comme une comète planétaire, symbolisant en astrologie précisément cela. Le guérisseur qui, à son tour, est blessé. Cette métaphore a été le fil conducteur de ma vie. J'ai affronté beaucoup de douleurs et de traumatismes pour découvrir comment me guérir et, ainsi, aider les autres à voir qu'ils peuvent aussi se guérir. Parce que personne d'autre ne vous guérira, vous devez le faire vous-même. Mais parfois, vous entendez quelque chose au bon moment, de la bonne personne. Cela pourrait même être une chanson à la radio, quelque chose qui vous motive à vous efforcer de vous guérir. Souvent, nous nous habituons à la douleur et nous nous y sentons à l'aise. Cependant, si vous commencez à vous défier et à ne pas craindre qui vous êtes, vous remarquerez que l'univers commence à vous offrir des informations et une sagesse complètement différente. À mesure que vous traversez certaines expériences dans la vie, plus vous accomplissez, plus cela devient difficile, mais vous acquérez aussi plus de sagesse. Ainsi, vous commencez à obtenir une connaissance profonde des choses, bien différente de simplement avoir des informations. Depuis avant mon expérience de mort imminente, j'ai toujours eu une sensibilité extrême. D'une certaine manière, je suis né pour être un mystique, pour ainsi dire. J'ai un héritage héréditaire de mystique, et d'une certaine manière, j'ai reçu beaucoup de connaissances ancestrales simplement en étant né de la manière dont je suis né. Il a fallu de nombreuses années après mon expérience de mort imminente pour que je puisse comprendre ce qui m'était arrivé et ce qui s'était éveillé en moi. Donc, oui, je suis né en 1978 et ma naissance a été en soi une expérience de mort imminente. Depuis mon enfance, j'étais très intelligent, excellent en sport, extrêmement hyperactif. Ma mère m'a inscrit à de nombreuses activités différentes. Quand j'ai eu une expérience quasi fatale, je jouais au football à un niveau assez compétitif, à seulement 9 ans. C'était au début de septembre 1987. L'année scolaire venait de commencer ici à New York, où elle commence début septembre. Je faisais partie de ce que nous appelions le football de voyage. Il y avait plusieurs types de football.
Nous pouvions jouer au football scolaire, mais il y avait aussi la Ligue des naufragés le dimanche matin, ouverte à tous les habitants de la ville. Et puis, il y avait le football de voyage, où les parents payaient pour que leurs enfants fassent partie de l'équipe, après des tests sélectifs. J'étais dans l'équipe North Rockland Sting de 1978, une équipe très compétitive qui jouait contre d'autres villes de l'État de New York. Nous voyagions toute l'année, même en hiver, pour jouer au futsal. C'était très compétitif. Nous, les garçons, du moins dans ma ville comme à New York, surtout dans le nord-est, pratiquions différents sports toute l'année. Nous jouions au baseball, au football. Mais dans mon équipe, il y avait beaucoup d'immigrants irlandais qui se concentraient uniquement sur le football toute l'année. Ils étaient des garçons durs, vraiment bruts, se poussant les uns les autres. Nous jouions dans la neige en hiver, en short. C'étaient des garçons très rudes, mais j'étais le plus dur de mon équipe. Mon entraîneur avait l'habitude de me prendre comme exemple pour les autres joueurs. Nous jouions dans une ville appelée Thials, au début de septembre 1987. C'était un dimanche après-midi, humide et froid. Le match était difficile et un garçon a essayé de frapper la balle de toutes ses forces vers le but. Je me suis jeté devant lui. Et non seulement la balle, mais aussi son pied m'ont frappé entre les jambes. Cela m'a donné une leçon. Nous portions un protège-appareil appelé coquille sur la région génitale, et ma coquille en plastique s'est cassée, écrasant mon testicule gauche. J'étais allongé par terre. Il a fallu un moment avant qu'ils n'appellent une ambulance. Mes parents m'ont mis dans la voiture en direction de l'hôpital. Je disais à mon père: j'ai pris un coup dans les bijoux de famille. Je serai bien dans 20 minutes. Je ne veux pas aller à l'hôpital et baisser mon pantalon devant tout le monde, s'il te plaît. Je pensais que tout irait bien en 20 minutes. Ils m'ont ramené à la maison ce dimanche après-midi. J'ai fini par m'endormir, mais le lendemain matin, un lundi, je devais me lever pour aller à l'école, toujours en ressentant de la douleur. Ma mère, inquiète, m'a regardé et m'a dit: « Tu vas bien? Va prendre le bus. » Alors j'ai monté dans le bus, bien que je ne me souvienne pas d'être allé en classe ou de quoi que ce soit ce jour-là. En fait, je n'ai aucun souvenir d'être allé à l'école. On m'a dit que j'étais en classe et que j'ai soudainement perdu connaissance complètement. Mon testicule gauche avait été blessé et avait commencé à former un tissu noir, comme s'il était tordu ou quelque chose comme ça. L'oxygène et la circulation sanguine étaient interrompus et finalement, ils ont dû pratiquer une chirurgie d'urgence pour enlever ce tissu noir et traiter mon testicule. Sinon, il aurait fallu le retirer ou j'aurais pu mourir. Je ne me souviens pas d'avoir été conduit à l'hôpital. Ce dont je me souviens, et je ne l'oublierai jamais, c'est quelque chose qui ressemble à la manière dont nous nous souvenons de certains rêves. La plupart du temps, nous ne nous souvenons pas de nos rêves, mais ceux dont nous nous souvenons sont si terrifiants, vivants et réels qu'ils nous réveillent. Ces rêves sont si intenses qu'ils semblent réels. Mais les seuls rêves dont vous vous souvenez sont ceux qui sont si intenses et réels qu'ils vous réveillent du sommeil. Ainsi, vous vous souvenez de ces moments avant de vous réveiller, mais à mesure que vous vivez votre vie, ces souvenirs s'effacent. Mais ce souvenir ne s'est pas dissipé, il était 1000 fois plus réel que cela. La seule chose dont je me souviens clairement de ce jour-là est juste avant de me réveiller sur la table d'opération. Je me souviens d'être flotté au-dessus de mon propre corps dans la salle d'opération, comme si je m'observais d'en haut. Je ne me voyais pas, mais j'étais en train de regarder, comme si j'étais hors de mon corps. Je savais qu'ils travaillaient sur moi à l'hôpital. Il semblait que je renaissais littéralement, les bras tendus et les jambes écartées, comme une femme en train d'accoucher. Il y avait des gens qui travaillaient sur moi et je peinais à reconnaître la situation, à me reconnaître moi-même. Quand j'ai finalement compris ce qui se passait, car je me souviens d'avoir été conscient et de réfléchir pendant tout cela, j'ai pensé: mon Dieu, c'est moi. Je me souviens avoir pris une décision que je n'ai pas aimée, une décision interne. Quelque chose m'a été présenté et soudain, j'ai regardé vers le bas et j'ai pensé: je ne veux pas retourner à cette douleur,
Ça semble trop mauvais. La douleur était intense. Je ne veux pas faire face à cette douleur à nouveau. Je ne veux pas y retourner. À 9 ans, je ne comprenais vraiment pas les choix que je faisais. Je pensais, non, je ne veux pas gérer ça. Je ne veux pas y retourner. Au moment où j'ai pris cette décision, la seule comparaison que je peux faire est comme lorsque sur Google Earth, la vue s'élève rapidement. C'était comme si quelque chose me lançait hors d'un canon. La vitesse était indescriptible. Ce n'était pas que je ne pouvais pas gérer ça, c'était plutôt comme si mon corps était fait pour ça. Normalement, si vous aviez l'impression de vous déplacer à cette vitesse, vous vous attendriez à ce que votre corps s'éteigne simplement. Je ne me souviens pas d'avoir été conduit à l'hôpital, mais ce dont je me souviens, et je ne l'oublierai jamais, c'est comme les souvenirs de certains rêves, ceux qui sont si terrifiants, vivants et réels, qu'ils nous réveillent et marquent profondément la mémoire. Ainsi, vous vous souvenez de ces moments avant de vous réveiller. Mais à mesure que vous vivez votre vie, ces souvenirs s'estompent. Mais ce souvenir ne s'est pas estompé. Il était 1000 fois plus réel que cela. La seule chose dont je me souviens clairement de ce jour-là est juste avant de me réveiller sur la table d'opération. Je me souviens d'être flotté au-dessus de mon propre corps dans la salle d'opération, comme si je m'observais d'en haut. Bien que je ne me voyais pas, je savais que c'était moi. J'étais en train de me regarder comme si j'étais hors de mon corps. Je me souviens que la douleur était intense. Je ne veux pas faire face à cette douleur à nouveau. Je ne veux pas y retourner. À l'âge de 9 ans, je ne comprenais vraiment pas les choix que je faisais. Je pensais, « Ah, je ne veux pas gérer ça. Je ne veux pas y retourner. » Au moment où j'ai pris cette décision, la seule comparaison que je peux faire est comme lorsque sur Google Earth, la vue s'élève rapidement. C'était comme si quelque chose me lançait d'un canon. La vitesse était indescriptible. Ce n'était pas que je ne pouvais pas gérer cela, c'était plutôt comme si mon corps était fait pour cela. Normalement, si vous aviez l'impression de vous déplacer à cette vitesse, vous vous attendriez à ce que votre corps s'éteigne simplement. Cependant, je ne me suis jamais senti aussi vivant, aussi énergisé. C'était comme si les couleurs étaient plus vives, les sons plus intenses, et ces mêmes sons apportaient des couleurs et des informations. Tout était vivant. J'ai avancé aussi rapidement que possible, et alors que je quittais la Terre, j'ai traversé ce qui semblait être un océan d'intelligence consciente. C'était vert, comme un océan d'ondes scintillantes. En le traversant, j'entendais des sons similaires à ceux des oiseaux et des baleines. C'était vraiment quelque chose comme ça, un océan vert de conscience. Avec le temps et plus de recherches, des années plus tard, j'ai compris que c'était du plasma, ce sont des aurores. Vous savez, le vert des aurores que nous voyons parfois provenant de la magnétosphère. J'ai traversé cette intelligence vivante, consciente, qui m'enveloppait et m'accompagnait. Juste avant de prendre cette décision, avant d'être propulsé, c'était comme si une chaleur d'intelligence m'enveloppait sous forme de lumière et d'orbes tout autour de moi, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, me poussant vers le haut, me lançant à travers une coordonnée spécifique, comme si j'avais les coordonnées du ciel et que je me dirigeais vers un endroit précis. Littéralement, je me suis vu suspendu au-dessus de la terre. Je n'avais jamais été dans cette position auparavant, même alors que je me déplaçais de la position où j'étais dans le lit d'hôpital. Je me suis levé et j'ai presque adopté une pose de crucifix, mais avec les jambes également étendues, comme si j'étais dans une position ouverte, les bras et les jambes tendus alors que je planais au-dessus de la terre, regardant vers le bas. Et, au fait, la terre n'est pas plate. D'après ce que j'ai vu, elle est comme un tore, vous savez, comme un tore ouvert sur le dessus et tournant dans le sens anti-horaire depuis ma perspective, en regardant vers le bas. Comme je l'ai dit, ce n'était pas plat. Devant moi, c'était cela, vous savez, de la manière dont je l'explique. En fait, je fais aussi de la radio, un podcast, et j'ai eu ma propre émission de radio pendant des années. Quand j'ai commencé à décrire, c'était comme un jour chaud d'été, quand parfois vous voyez une vague brillante dans l'air, comme s'il faisait très chaud,
et que vous pouviez la voir, presque holographique, transparente, ressemblant à de l'eau dans l'air. J'étais suspendu au-dessus de la terre et je voyais une vague brillante devant moi. C'était un cylindre, comme un tube, une sorte de baignoire. C'est curieux parce que, au fil des ans, j'ai progressé en termes de sagesse et de connaissances sur l'univers. Je pensais que cela pouvait être une structure de verre cristallin avec de l'eau à l'intérieur ou quelque sorte de cylindre à queue. Je ne savais vraiment pas. Mais je crois que c'était une région à l'intérieur de la magnétosphère. Je voyais un vortex de plasma bien formé, en forme de cylindre. Mon corps était instinctivement attiré vers lui, comme si la vague brillante apparaissait simplement et que je me dirigeais directement vers elle. En traversant cette vague scintillante, il semblait que tout dans la vie, chaque fibre de l'existence, jusqu'à la mécanique même de tout ce que j'étais, chaque fibre de ce que je suis, était analysée, pesée, jugée, numérisée, simplement traitée. Et toutes ces informations, bien que je ne sois pas capable de discerner quelque chose de spécifique, indiquaient que la connaissance universelle était présente, examinant et évaluant méticuleusement. Malgré mes seulement 9 ans à l'époque, j'avais l'impression d'être jugé. C'était une sensation assez inhabituelle, très similaire à celle décrite dans l'ancien livre des morts égyptiens. Dans ce texte, on voit des figures comme Anubis juger les hommes, semblables à ce qui se passe lorsque le pharaon traverse vers la vie après la mort. En grandissant et en approfondissant mes études sur les divers manuscrits des anciens Égyptiens, tels que le livre des 2 chemins, le livre des cavernes et le livre des morts, j'ai commencé à comprendre qu'ils décrivaient le pharaon ou le roi solaire passant par des expériences particulières dans les eaux célestes. Ce n'était pas que je me sentais mouillé, mais c'était comme si j'étais immergé dans une substance aqueuse, et alors que je me déplaçais à travers elle, il semblait que la sagesse ancienne de l'univers non seulement était consciente, mais vivante. Et laissez-moi vous dire que non seulement c'était vivant, c'était plus tangible, plus intense, plus vivant, plus réel que cette réalité. C'était incroyable, comme si j'étais entouré de symboles et de lettres de feu électriques, tout dans une sorte d'incendie électrique. La prochaine chose dont je me souviens, c'est que je suis retourné à mon corps. Maintenant, je ne peux pas exprimer la quantité de frustration, de colère et de confusion que je ressentais en revenant à mon corps. Je demandais à ceux qui étaient autour de moi où j'avais été, d'où ils m'avaient pris. Je comprends que cette expérience a été profondément transformative pour vous et qu'elle a ouvert des voies de compréhension et de conscience qui vont bien au-delà de l'expérience physique de la chirurgie. Vous décrivez comment cette expérience a allumé quelque chose en vous, comme si elle avait réveillé des parties de votre être qui étaient auparavant inactives. Cela a été un processus de découverte sur plusieurs décennies pour comprendre pleinement les implications de ce que vous avez vécu. Votre récit sur l'importance des vibrations et des pensées dans l'interaction avec le cosmos est fascinant. Vous parlez de la manière dont chaque planète, chaque étoile et même la Lune participent à un cycle continu d'énergie vibratoire qui influe sur notre réalité et au-delà. Cela montre une sensibilité particulière à la connexion entre l'humain et l'univers, où nos vibrations individuelles et collectives jouent un rôle crucial dans l'échange d'informations et d'énergie à travers l'espace. Votre comparaison avec le réveil d'une maison aux pièces inconnues et oubliées éclaire bien comment cette expérience a enrichi et élargi votre perception du monde et de votre propre existence. C'est un témoignage puissant de la façon dont les expériences profondes peuvent changer fondamentalement notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. Je suis fasciné par votre compréhension profonde des vibrations et de leur impact sur notre réalité, ainsi que par vos prédictions concernant les événements à venir. Vous parlez avec conviction de l'importance de cultiver une énergie vibratoire positive parmi nous, ce qui, selon vous, pourrait influencer positivement les événements à venir en mai. Vous reliez également ces vibrations à l'activité solaire,
soulignant comment le Soleil, à travers ces divers phénomènes, comme les éruptions solaires et les éjections de masse coronale, communique également des connaissances à notre planète sous forme de lumière. Votre mention d'un possible blackout technologique en 2025, potentiellement lié à un phénomène solaire tel qu'une éjection de masse coronale, est intrigante. Vous évoquez également des parallèles avec des symboles anciens comme l'ankh égyptien et le pacha hindou, représentant des phénomènes solaires et magnétiques qui connectent le Soleil à la Terre. Votre référence aux textes anciens hindous et égyptiens, décrivant des divinités solaires comme Varuna et Ganesha, ainsi que leurs attributs symboliques comme le lasso doré, ajoute une dimension culturelle et mythologique à votre perspective sur l'interaction entre le Soleil, la Terre et l'humanité. C'est une vision profonde et multidimensionnelle de notre univers et de notre place en son sein, marquée par une sensibilité particulière aux énergies cosmiques et aux cycles naturels. Votre réflexion sur les hiéroglyphes égyptiens et les mantras védiques, en tant que symboles contenant des connaissances avancées sur l'influence cosmique de l'information bactérienne et plasmatique, est profonde et intrigante. Vous soulignez l'importance de comprendre comment ces anciennes écritures et pratiques rituelles étaient autrefois utilisées pour se connecter au flux universel, en utilisant les énergies naturelles de la Terre et des éléments sacrés. Vous exprimez également une préoccupation pertinente concernant la façon dont la technologie moderne tend à dominer notre spiritualité, remplaçant les connexions naturelles par des dispositifs technologiques, ce qui pourrait potentiellement nous éloigner de notre humanité fondamentale. Vous appelez à une transformation radicale avant que cette déconnexion ne nous fasse perdre notre identité profonde. La référence à l'histoire de Dr. Seuss, Horton Hears a Who, est poignante et soulève une grande vérité sur le pouvoir de croire en une personne qui possède un savoir véritable, même si elle est considérée comme folle par les autres. C'est une invitation à reconnaître l'importance de chaque individu et de leur potentiel pour créer un changement significatif dans le monde. Votre comparaison avec une onde de DMT balayant la Terre comme une métaphore de la nécessité d'un changement radical est viscérale et inspirante. Vous critiquez également la prédominance actuelle de la technologie, de l'ego, de la ganache et du matérialisme, soulignant que ces éléments ne sont pas essentiels comparés aux aspects profonds de la vie comme la santé, les relations humaines et le respect de soi-même. En résumé, votre réflexion est profonde, engageante et stimulante, invitant chacun à réfléchir sur notre place dans l'univers et sur la manière dont nos choix influencent notre propre réalité et celle des autres.